Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous qui est une discussion à dominante technique aujourd'hui, si je puis employer ce terme. Comme vous l'avez vu ce matin au rendez-vous des cataloguistes et distributeurs, les laboratoires ont été remerciés bon nombre de fois, même associés à certaines présentations, ce qui était la première fois dans l'histoire du petite histoire, bien évidemment, 10e édition, comme vous le savez, bien évidemment. Et il était important, à l'initiative et à la suite des discussions avec Laurent Cormier, que nous remercions ici, à la direction du patrimoine, directeur du patrimoine du CNC, d'impulser en fait et de continuer ces discussions à consonance technique qui passionnent bon nombre d'entre vous, et donc nous en premier lieu, bien évidemment. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Baptiste Henneman, donc, qui est le délégué général de la CST, et Jean-Pierre Boisget, qui est directeur d'exploitation chez Studio Canal, pour nous parler d'une nouvelle initiative. Messieurs, je vous laisse entre vos mains, pour pouvoir discuter désormais de ce nouveau projet. Merci à vous. Ben, merci. Quel succès, bravo. Ouais. Merci à vous, merci à tous d'être venus si nombreux pour cette petite discussion. Très rapidement, donc effectivement, je suis Baptiste Henneman, je dirige la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une association professionnelle, l'une des plus importantes associations techniques en France, financée principalement par nos amis du Centre national du cinéma. Et nous regroupons des professionnels techniciens, techniciennes de l'ensemble de la chaîne de fabrication, de la première image préparée à la dernière image projetée. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus de ce qui se passe justement lors de la ressortie éventuelle. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas le premier cycle d'exploitation de l'œuvre, après sa première production, mais une fois que l'œuvre a fait son premier cycle d'exploitation, que se passe-t-il 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, quand on cherche à pouvoir la réexploiter. Donc, on a invité au panel une personne d'exception, la personne... on ne sait pas dans quel sens. La plus compétente que vous pouviez connaître sur ce sujet, une personne dont la voix éclaire par-delà les frontières et par-delà le monde. Couper le micro, on va couper le micro. Voilà, donc Jean-Pierre, tu vas pouvoir te présenter. Et puis j'ai une première question pour toi qui est très simple. Lorsque tu es confronté à un film dont la post-production a été réalisée il y a, disons, 10 ans, et cette date de 10 ans résonne de façon un peu particulière pour nous deux, et c'est un petit teasing, je vous dirai pourquoi plus tard. Réfléchissez. Quelles sont les opérations que tu fais, les problèmes que tu rencontres, les enjeux pour une ressortie 10 ans après? Écoute, merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc moi je suis Jean-Pierre Boisget de Studio Canal. Donc pour la petite histoire, Studio Canal est présent en France, bien sûr, c'est une société française, mais on est aussi présent en Allemagne, en Angleterre, au Benelux et bientôt en Pologne et bien sûr en Australie. Mais en Australie, on n'y va jamais, malgré toutes nos demandes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on doit réexploiter un film? Et c'est vrai que cette question elle est orientée sur l'identification des problématiques techniques qu'on peut rencontrer. C'est vrai que de but en blanc, on peut tous penser qu'à partir du moment où le film a été soit post-produit en numérique et archivé, ou qu'il a été restauré, on se dit que naturellement ça va être très simple, qu'on va retrouver les fichiers qu'on a générés à l'époque, disons des fichiers 4K, et puis on va les mettre dans une machine, on va appuyer sur Play, et c'est bon. On a la bonne image, tout va bien, le bon éclairage, et ça roule. Eh bien malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi je me permets de dire non ? Je vais vous donner un petit exemple. On a restauré chez Studio Canal un film magnifique qui s'appelle Ran, de Akira Kurosawa. C'était il y a très peu de temps. Et en échangeant tous les deux, on est revenu sur ce projet-là. On a pu désarchiver nos images 4K très facilement. On les a mis dans un système parce qu'on voulait générer un fichier UHD HDR. Et quand on a commencé à lire, on ne retrouvait plus notre colorimétrie.
Et là, on s'est souvenu qu'à l'époque, on avait demandé à ce qu'on mette un petit fichier qui s'appelle une lutte avec cette archive qui vous donne, pour ceux qui connaissaient le 35, vos lumières de tirage. C'est-à-dire ça vous donne la transcription entre ce que vous avez écrit dans le fichier et finalement la manière de l'afficher sur un projecteur ou un moniteur. Et on ne l'avait pas, ce fichier. Donc on a tâtonné, mais vraiment pendant des mois et des mois, pour retrouver quelle était la bonne équipe de couleurs. Il y a quelqu'un dans la salle qui est bien au courant, qui a travaillé là-dessus. Donc ça, c'est un premier exemple qui illustre que, même au bout de 2 ans, on a cette conviction que c'est bon, on a bien fait notre travail et tout le monde fait bien son travail en France. Franchement, on l'a vu encore ce matin, on a des ayants droit qui investissent énormément d'argent dans les contenus. On peut se retrouver devant des problématiques où, parce qu'on n'est plus dans le projet, on est des années plus tard, les gens qui ont travaillé dessus ne sont plus là, et on arrive devant nos systèmes de fichiers et on croit que ça va être simple, mais non, parce qu'on ne se souvient plus de la manière précise de les exploiter. Un autre exemple, on sait qu'à l'époque, il y a eu 2 montages. Comment je sais, quand j'ouvre mes fichiers DPX, que je suis sur la bonne version de montage ? J'ai peut-être envie de transformer le film dans un autre format, puis à un moment donné, je me dis, mais tiens, il y a des effets techniques que je ne comprends pas, il y a des effets de bord. Comment le film a été tourné à l'époque ? Ça va m'aider parce que j'ai besoin de savoir, est-ce que c'était un tournage pellicule, est-ce que c'était un tournage, un vrai 4K, ou est-ce que c'était une caméra qui a un petit peu moins de définition. Donc tout ça, c'est des informations dont on peut avoir besoin. Et je voudrais faire un parallèle là-dessus. On a vécu avec un confort incroyable depuis les années 30, à peu près, où on avait le 35 mm. Le 35 mm, c'est fantastique parce que n'importe où dans le monde, pour le coup, on le mettait dans une machine, on savait quoi en faire. Et on n'avait pas vraiment de doute sur la manière de l'exploiter. Là, aujourd'hui, depuis qu'on est en numérique, et même en étant très sérieux, et même en utilisant des systèmes de gestion de la donnée qui nous permettent de faire perdurer ces fichiers dans le temps, ce qu'on doit tous faire, mais c'est un autre débat qu'on a évoqué hier, on a toujours un doute sur la manière d'exploiter. On a surtout un doute si on n'est pas la personne qui s'en est occupée à l'origine. Et n'oublions pas qu'on est dans des sociétés qui changent beaucoup, qui peuvent évoluer, des labos qui, malgré un travail fantastique, connaissent aussi souvent des grandes difficultés. Et je rebondis sur le clin d'œil que tu as fait avec les 10 ans. Moi, j'étais directeur technique chez Quinta Industries, quand Quinta est tombé. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Enfin, voilà. Dans un mois, il y a 10 voilà. ans. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a bien senti ce problème, parce que c'était encore pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. On avait archivé tous les films dans un système de sauvegarde qui était quasi propriétaire. Et c'est vrai que quand il a fallu envisager le fait que la société s'arrête, que l'activité s'arrête, et que les techniciens qui étaient là partent parce qu'ils étaient licenciés, on n'avait pas la moindre chance de réussir à accéder aux images. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, mais comment je peux revenir à cet état qu'on avait avec le 35 mm, où je suis sûr de pouvoir accéder à mes images et de savoir les exploiter, images et le son, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur que sur les derniers mois, dans le cadre de notre système de Media Asset Management, donc qui s'appelle Digital Factory, avec qui on travaille avec VDM. Donc tu vois, Geoffroy, promis, j'avais dit que je vous citerais. C'est fait. Donc, on a commencé à réfléchir à comment on peut se donner ces garanties. Et on a commencé un travail très fastidieux qui est de se dire, mais comment je crée un format où je vais pouvoir aligner toutes les métadonnées qui vont me permettre à coup sûr de l'exploiter correctement. C'est-à-dire, des choses évidentes pour mes confrères techniques qui sont là, mais c'est important de le dire, dans quel espace colorimétrique j'ai travaillé, sur quel écran je dois l'afficher, de quelle version on parle, truc bête, mais quel est le titre du film ? Parce que imaginez que vous arrivez devant votre média d'archivage, l'étiquette a jauni, qu'est-ce qu'il y a comme film dedans ? C'est bête, mais ça arrive. Quelle est la version de montage ? Où est-ce que ça a été post-produit ? Tout un tas d'informations, je ne vais pas toutes les lister ici, mais qui sont importantes. Et donc on était rentré là-dedans, mais franchement, c'était lourd. C'était très lourd d'envisager de créer un format nous-mêmes, mais on était prêt à le faire.
on était arrivé à ce point qu'on se disait, on doit absolument garantir notre patrimoine pour le futur. Donc comme on sait qu'on a rencontré à brève échéance ce type de problématique où on a des problèmes à relire des choses qu'on a fait pourtant il y a très peu de temps, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de laisser à la génération qui suit les bonnes informations pour exploiter ces images. Chose qu'on n'avait pas besoin de faire avec le 35, encore une fois. Donc on est vraiment en fait sur un changement de méthode par rapport au temps du 35, oui. Finalement. Le 35 mm, c'était devenu un standard de fait dans le monde entier. Et cette notion de standard-là, elle a disparu avec l'apparition des premiers fichiers numériques. Exactement, elle a disparu. Et encore une fois, je ne me permettrai pas de dire qu'on a mal fait les choses. C'est juste que les choses se sont passées comme ça. On n'a pas eu de standard. Donc, on a des standards de fait. On se dit tous entre nous, ben tiens, je vais archiver en DPX 4K, puis on s'échange au téléphone 2-3 infos pour savoir comment le faire. Mais on n'a rien écrit. Et surtout, on ne s'est pas mis d'accord sur des fichiers de métadonnées, c'est la grande mode aujourd'hui, dans lequel on puisse stocker toutes les informations importantes qui vont guider les gens qui, dans 20 ans, vont accéder de nouveau à ces images. Parce qu'on parle de ça. Aujourd'hui, quand on restaure un film, finalement, on arrive peut-être 50 ans après la dernière personne qui a ouvert la boîte. Et bien, il faut s'imaginer qu'en numérique, ça va être la même chose. Imaginez-vous, quand vous constituez une archive numérique, que finalement, c'est peut-être dans 50 ans que quelqu'un va venir l'ouvrir. C'est peut-être une réalité. Et comment vous vous assurez que cette personne qui n'a aucune chance de vous croiser, aucune, il faut considérer comme ça, surtout quand on fait des soirées comme ça à Lyon, comment imaginer la situation dans laquelle elle va être et comment elle peut redécouvrir ces images et les exploiter correctement. Donc c'est ça qu'on veut faire, en fait. Et c'est une vraie problématique, parce que vous pouvez très vite vous retrouver dans des cas plus durs que celui de RAN, où carrément vous ne pouvez pas exploiter, si on n'y fait pas attention. Oui. Eh bien, quelque part, la vie est bien faite, parce que vous n'aurez pas invité à cette discussion si on n'avait pas une proposition de réponse à ce cas qui est, donc, on comprend, non seulement extrêmement concret, mais également extrêmement quotidien et qui fait votre vie. Et c'est donc là, Sébastien, qu'il faut afficher la slide. Donc voilà. Donc il y en a qu'une. Donc on met beaucoup d'emphase sur le fait que c'est la slide, parce que c'est la slide du jour. Il y en a qu'une seule. On a été un peu feignant pour le coup. Oui, parce qu'on s'est dit qu'on aurait pu. Alors, c'est effectivement cette slide qui commence à décrire de façon un peu large ce qu'est le Cinema Preservation Package. Et c'est donc un texte de normes qui est en cours de publication. Et quand on dit en cours de publication, c'est que on a la rédaction du texte en lui-même est terminée et le dispositif de publication, c'est la traduction, la correction d'orthographe, la mise en page éventuelle, etc. Donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. La normalisation, c'est le premier élément de réponse à la question que tu poses. Comment est-ce qu'on s'assure que dans 50 ans, la personne qui va ouvrir notre fichier numérique va pouvoir l'exploiter correctement? Eh bien, on s'en assure par le fait qu'on suit un texte construit de façon concertée les uns avec les autres et que chacun sait ce qu'il est censé trouver à quel endroit dans le fichier parce que ça répond à un texte de norme. Ce CPP, cette norme européenne, c'est un travail de plus de 5 ans, qui a été fait en commun avec plusieurs pays européens, mais en particulier l'Allemagne, la Suède et la France. Et pour la France, un groupe de travail restreint constitué du CNC, Centre national du cinéma, et de la CST, d'où vous comprenez un petit peu pourquoi on est là. C'est un travail qui a donc pris plus de 5 ans, un travail de rédaction qui a suivi la méthodologie la plus rigoureuse possible, en reprenant des besoins de cataloguistes, de cinémathèques dans l'Europe entière. C'est assez intéressant, et on reviendra sur ce point-là plus tard, c'est que c'est une norme européenne. Souvent à la CST, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on travaille sur des textes soit de recommandations, soit de normes qui sont au niveau français. Mais sur les enjeux de préservation à long terme, c'était important, voire crucial, qu'on puisse se placer dès le départ sur un niveau au moins européen pour atteindre une masse critique d'utilisateurs.
La slide qu'on a mis là, je vais me retourner. Ouais, c'est ça. Vous indique de façon un peu schématique les différentes métadonnées, les différents objets qu'on va pouvoir trouver dans ce CPP, dans ce Cinema Preservation Package. Et le package en tant que tel, c'est plutôt, on pourrait même dire un sur-package. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un seul conteneur très large dans lequel on va pouvoir rentrer l'ensemble des informations qui concernent le film. Donc, d'une part, le film lui-même et les différentes essences qu'on peut placer soit dans des formats propriétaires, soit dans des formats normalisés, comme l'IMF, puisque ceux qui nous connaissent savent aussi que nous sommes des fervents défenseurs de l'IMF. Mais au-delà du film lui-même, vous pouvez ranger dans ce CPP l'ensemble des éléments constitutifs de l'œuvre. Évidemment, les données d'identification, donc le titre, le réalisateur, etc. etc. Et là, c'est pareil, on s'appuie sur des standards existants pour l'identification des œuvres, mais aussi des données de fabrication. Qu'est-ce qu'on a mis? Voilà. Des informations, comme on dit, sur la taille de l'image, sur le framerate, sur les canaux, les fichiers son, les fichiers sous-titres, etc. etc. Donc l'enjeu ici, c'est véritablement de pouvoir, d'une part, donc il y a l'ensemble des informations techniques qui ont permis la fabrication de l'œuvre, et on peut rajouter en plus, en petit bonus, des informations qui ont accompagné la sortie initiale, comme par exemple l'affiche, des informations promotionnelles, voilà. Donc on peut renseigner également dans des petits packages bonus qu'on peut glisser, des éléments qui documentent la sortie initiale de l'œuvre. Donc en fait, quand on se retrouve 30 ans plus tard et qu'on cherche à réexploiter, on a dans le même conteneur, dans le même métaconteneur, à la fois l'œuvre, les informations qui ont servi à son exploitation, donc affiche, bande-annonce, etc., et surtout les précieuses informations techniques qui ont servi à sa fabrication, à la fois, comme tu l'as dit, les informations avec quel matériel on a fabriqué, et à la fois les informations sur la restitution, comment est-ce qu'on a fait pour le regarder. Ce qui doit permettre à la personne qui va faire la restauration indispensable. La restauration a forcément lieu. Il y a forcément une passe de restauration lorsqu'on reprend un film, ne serait-ce que pour le réétalonner ou le repréparer pour la sortie, que cette phase de restauration indispensable soit conforme aux souhaits des ayants droit, puisqu'on aura ici consigné l'ensemble des éléments nécessaires. Est-ce que, si je te parle de normes européennes, qu'est-ce que ça peut faire, à quoi ça résonne en toi quand on dit qu'on est d'ores et déjà sur un plan européen dès le début de la publication? Alors, le terme norme européenne habituellement me fait peur, mais là, je l'apprécie beaucoup parce que, tout d'abord, on a besoin d'un format, et le fait qu'il soit européen, forcément, ça a beaucoup de résonance chez nous. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, on est une boîte française, mais on produit aussi en Allemagne, en Angleterre, maintenant aux Pays-Bas, demain en Pologne. Si on regarde plus loin que le cinéma et qu'on regarde aussi le côté audiovisuel, on produit aussi des séries, et là c'est encore plus large, on fait en Espagne, en Italie aussi, depuis la semaine dernière. Donc oui, quand on commence à vouloir travailler au niveau européen, déjà on a du mal à se comprendre pour des difficultés de langue, et c'est bien de trouver un langage commun technique. Et autant on arrive à trouver un langage commun technique sur l'exploitation. Quand je parle de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on arrive, ne vous inquiétez pas, au quotidien à s'échanger des fichiers ProRes, des fichiers web pour le son, ça se passe bien. Mais ce n'est pas du long terme. C'est voilà, j'ai besoin de livrer un client, file-moi ton ProRes HD ou UHD, et puis on va y arriver. Là, on parle de l'archive, et je peux vous garantir que quand on compare nos méthodes d'un pays à l'autre, ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc, si on doit constituer ce patrimoine européen, c'est vrai que c'est essentiel de trouver une solution qui soit acceptée par tous. Et très clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va arrêter d'essayer de développer notre propre format. À partir du moment où il y a une norme qui est en train d'exister, on ne va rien faire de particulier. On va juste prendre les ressources qui étaient prévues avec nos partenaires pour écrire ce nouveau format, et on va le rediriger vers un truc très simple, c'est de s'adapter à ce format européen. C'est assez simple et logique. Je trouve presque que c'est imparable, en fait, parce que ça va nous simplifier la vie.
C'est vrai que ça peut faire peur de se dire, ah bah tiens, il y a quand même beaucoup de champs à remplir. Mais ce que j'aime bien dans le format qui est présenté aujourd'hui, c'est que tout d'abord, on y mêle des données éditoriales, comme tu l'as dit, avec des données techniques. Et si on rentre dans le détail des données techniques, on n'a pas seulement le côté exploitation, c'est-à-dire comment je dois le projeter, mais on a le côté originel, précédent, comme c'est écrit dans la norme. C'est-à-dire que je vais même pouvoir stocker telle partie du film a été tournée en Alexa, telle autre a été tournée directement en 35 mm, la post-production a eu lieu dans tel labo, résolution d'origine c'était ça, la résolution finale c'est ça, l'espace colorimétrique il est là. Donc ça nous donne toute la capacité dont on a besoin pour conserver ces infos pour le futur. Et il y a un deuxième truc qui est très bien dans ce format, c'est qu'il n'est pas trop directif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Vous devez remplir un minimum quand même pour rester dans la norme, pour que, encore une fois, on puisse exploiter demain, mais vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Et dernière chose, ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est que si jamais vous tombez sur un élément qui n'est pas présent, imaginez qu'il y a une métadonnée que vous voulez absolument stocker dans votre archive numérique long terme et qu'elle n'est pas présente ici, ce n'est pas très grave, parce que le protocole prévoit qu'on puisse ajouter des champs. Alors, il y a une méthode pour le faire, hein, on ne le fait pas n'importe comment, mais en tout cas, c'est prévu. Donc ça veut dire que ça permet de se comprendre sur le champ minimum des données qu'on doit partager ensemble, ça c'est quand même pas mal, au niveau européen. Ça permet de stocker beaucoup plus si on a envie, y compris des champs qui n'auraient pas été prévus par l'équipe qui a préparé cette norme. Et donc voilà, donc je vous avoue que nous on est vraiment en soutien de ce projet, on est en soutien par principe. Ça c'est sûr. J'espère que c'est j'espère et je pense que c'est une position qui est partagée aussi par mes collègues du syndicat. On a des syndicats des cataloguistes. Je pense qu'on aime bien avancer ensemble sur tous les sujets. Donc c'est ce qu'on fera. On n'hésitera pas à s'entraider parce que c'est notre intérêt commun. Mais en tout cas, voilà, notre position, elle est assez claire sur le sujet, finalement. Merci de le dire de façon aussi explicite. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Alors, on va prendre une première question devant. Est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Il y a un micro pour les questions. Et donc, il faut attendre le micro pour poser la question. Parce qu'après, pour l'enregistrement, sinon, on ne sait pas quelle était la question posée. Donc, la jeune femme devant. Bonjour, alors je précise tout de suite, je suis ni exploitante, ni cataloguiste, ni quoi que ce soit, donc je viens en pur inconnu, je ne connaissais pas du tout ce système, donc mes questions peuvent être peut-être un peu simples. J'en ai plusieurs, mais je pense que vous pouvez répondre assez vite dessus pour pas non plus prendre la parole de tout le monde. Je me demandais, vous dites donc, vous ça fait 10 ans que vous êtes au courant de ce problème de numérisation. Vous, ça fait 5 ans que vous travaillez à ce format. Qu'est-ce qui a fait que ces 5 années-là, entre les 10 ans et les 5 ans, qu'est-ce qui a fait qu'il y avait un blocage en fait, dans la création d'un nouveau format? Il n'y a pas vraiment eu de blocage. Ça ne fait pas 10 ans qu'on est au courant qu'il y a un problème de normalisation, mais il y a 10 ans, il y a eu cette catastrophe industrielle qui est la liquidation d'un des plus gros laboratoires français. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le fait générateur originel de la réflexion sur la préservation des fichiers numériques. Avant, tu me corriges si je me trompe, mais en tout cas, dans nos différentes carrières, on l'a un peu ressenti. Avant cette date, cette question de la préservation des fichiers numériques est restée un petit peu théorique, parce qu'on avait l'habitude du 35 et de la pellicule, où le 35 et la pellicule, on savait les conserver, et donc la question de préserver des fichiers numériques, bon, on savait que c'était fragile, les fichiers numériques, mais bon, c'était pas concret. Et c'est vrai que Noël 2012, quand Quintin Industries a été liquidé, donc toutes les sociétés c'est devenu très concret, à la fois sur des problématiques de production, et des problématiques de conservation. Et il y a des collègues ici dans la salle qui ont travaillé sur les différents aspects depuis, des sociétés qui se sont montées, reconfigurées. Et pour répondre à votre question, en fait, pendant les 5 premières années, on s'est pas mal occupé, assez rapidement, des problématiques de sauvegarde des fichiers numériques en cours de production. Et si vous allez sur le site de la CST, vous trouverez une recommandation technique qui s'appelle la RT30, qui parle de la sécurisation des rushs en cours de tournage et de post-production,
et qui était déjà en fait la première réponse, c'est-à-dire quelle est la méthodologie pour conserver ces rushs si jamais il y a un problème. Alors le problème le plus grave, et heureusement ça n'arrive pas tous les matins, c'est le laboratoire qui fait défaut, mais sur des données de fabrication, il peut y avoir n'importe quel type de problème. Et c'est vrai que cette première recommandation technique, elle est sortie en 2013, et assez rapidement, en parallèle, on a travaillé sur l'IMF, donc comment est-ce qu'on fait pour conserver à long terme le film en lui-même, et assez rapidement, en fait, après, on a embrayé sur la question de ok, maintenant on commence à voir comment on conserve le film, mais comment on adresse la problématique au sens le plus large. D'où la création, il y a 5 ans, de ce premier groupe de travail. Voilà. C'est qu'en fait, la question de la préservation de la donnée numérique, c'est la même, mais on n'y répond pas de la même façon suivant la fraîcheur de la data. Pour préciser, il y a quand même 2 choses. Il y a la conservation en tant que telle, c'est-à-dire que quand même notre secteur s'est organisé pour mieux conserver, c'est-à-dire pour archiver nos films dans des endroits bien déterminés et plus le faire dans des paquets communs comme on le faisait avant, mais sur des matériels bien identifiés et avec des systèmes d'entretien de la donnée. Donc ça, sur la conservation, il y a quand même un gros boulot de fait partout, très sérieux. Mais là, c'est vrai qu'on s'intéresse à l'exploitation, c'est-à-dire la compréhension de ces images. Comment on les exploite correctement quand on n'a pas participé à leur création. Je me permets une deuxième question. J'ai l'aval de Et après, Denis, et après là. Donc là, vous parlez d'une norme européenne, d'un système européen. Est-ce que vous pensez qu'un tel système peut être étendu au-delà de l'Europe pour vraiment une conservation internationale des films ? Oui. Après, ensuite, la question, c'est Denis là. Sur le niveau mondial, c'est plutôt la puissance de chacune des normes locales qui fait l'entraînement. Et donc, plus vite on arrivera à déployer ce CPP en France et en Europe, plus de poids elle aura. Et surtout que la France et l'Europe sont des partenaires de coproduction extrêmement importants dans le monde entier. Donc, on peut espérer que par capillarité, cette norme se déploie. Je trouve qu'il faut se réjouir que l'Europe soit à l'initiative. Oui. Parce qu'on est quand même souvent dans un secteur où on a une petite tendance à attendre que les décisions viennent des États-Unis. Et moi, j'adore bosser avec les Américains, on fait des choses fantastiques. Mais voilà, c'est bien qu'on soit à l'initiative. C'est bien qu'on ne soit pas juste dans l'attente. Toujours d'actualité. Merci. C'était Noël 2011, je pense, et pas Noël 2012. Ah, Noël 2011, ça fait 11 ans, en fait, bien dans un mois. Ouais. Dites-moi, je m'intéresse au mot contraint qu'il y a sur la slide, que j'ai du mal à voir, mais je l'ai agrandi sur Internet. Profil contraint, donc si on peut rentrer dans le détail, qu'est-ce qui est contraint? Première question, et qu'est-ce qui n'est pas contraint? Sur ce que je vois, ce sont donc des livrables assez classiques, DCP, Wave, etc. Par contre, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est les suites d'images DPX. Est-ce que c'est un système simplement de description métadonnées ou c'est un package qui vient embedder de vrais fichiers avec le poids inhérent à ces fichiers? Auquel cas, je ne comprends pas, ça va poser des problèmes de workflow, c'est-à-dire que 90% des demandes, c'est les fichiers basse résolution, 9% des demandes, ça va être le DCP ou l'UHD ou le HD, et de temps en temps, une fois tous les 10 ans, on va revenir au DPX. Donc l'encapsuler dans un même format de fichier avec le poids inhérent qu'il va falloir pour la gestion de son déstockage me pose question. Donc je reviens sur la question initiale, qu'est-ce qui est contraint et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors Denis, juste pour bien cadrer le sujet, ce type de fichier n'est pas fait pour l'exploitation. On n'est pas en train de créer un fichier pivot dans lequel on va taper tous les jours pour livrer les chaînes télé. C'est pas du tout ça. Là, on est en train de parler d'une archive qu'on va mettre en stockage froid et qu'on ne va pas toucher. Donc c'est deux choses différentes. Moi aujourd'hui, j'ai mon Media Asset Management. Je travaille en base ProRes aujourd'hui, donc ProRes, HD, UHD, tout ce que tu veux, et puis en DCP aussi. Et c'est de là qu'on livre tout le monde aujourd'hui, de ce fichier pivot. Là, on ne parle pas de ça. Donc le DPX, pour le coup, c'est presque pour moi ce qui est le plus important dans les formats contraints, c'est que c'est mon vrai négatif. C'est ma plus belle résolution sur le film.
parce que c'est ce que je vais prélever dans ma post-production quand j'arrive à la fin, que j'ai validé avec le réalisateur, que tout le monde est content, on ferme le projet, hop, je prends mes DPX, ils ne sont pas compressés, ils sont très lourds. Et c'est fait pour gérer des trucs très lourds. Par contre, si l'objet est de stocker du ProRes, du fichier pivot d'exploitation, le format fonctionne aussi, ça qui est pas mal. Et d'ailleurs, comme tu le vois, les profils contraints, c'est des trucs très définis, très normalisés, donc DCP, IMF, séquence d'images, donc que des profils qui sont libres de droit, donc il n'y a pas de licence associée à ça. Et les profils non contraints, c'est pour ouvrir le format à autre chose. Donc là, il y a ProRes, mais ça pourrait aussi accueillir un fichier à vide ou des choses comme ça, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Absolument. Mais encore une fois, ce format, moi, il m'intéresse justement pour les séquences d'images parce que je viens préparer pour le futur mon négatif numérique. D'accord, merci, c'est beaucoup plus clair pour moi. En ce qui concerne les DPX, donc rentrons dans ce sujet-là. Qu'est-ce que le groupe de travail a conseillé par rapport au film de patrimoine, c'est-à-dire la question du scan, du brut de scan et du scan restauré. Est-ce qu'il y a eu une recommandation à cet égard? En fait, c'est pas le. Là, on définit un format. Après, c'est à toi, ayant droit, de décider ce que tu veux sauvegarder. Moi, je vais décider de garder mes scans bruts et mes éléments restaurés. Chacun est libre de faire ce qu'il veut du format. C'est une boîte à outils ici. C'est une boîte à outils. C'est pas du tout une recommandation de workflow. C'est une boîte à outils. Effectivement, il y a un certain nombre de données qui sont minimales, qui fait qu'on ne peut pas fermer le package si on n'a pas renseigné le socle minimal de données. Et on peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on peut aller couvrir l'ensemble des métadonnées qui sont proposées, et même en ajouter d'autres si on le souhaite. Mais après, c'est un peu au libre choix et quelque part à la libre responsabilité de l'ayant droit qui prépare son package pour l'exploitation dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà. Quand on a fini la première exploitation de l'œuvre, qu'elle est terminée, qu'on sait qu'on n'a plus de passage nulle part et qu'on va ranger son matériau, on prépare son CPP et on le stocke de façon durable pour du très long terme. Comme on faisait avec le négatif. Comme on faisait avec le négatif, on le met de côté. Enfin, nous, on continue à faire des négatifs, d'ailleurs, pour nos films en post-production numérique. On fait un négatif à la fin, on le met au stock, et l'objectif, c'est de ne jamais y toucher. Parce que si un jour on doit y toucher, ça veut dire qu'on a eu des problèmes par ailleurs. Donc c'est vraiment de la sauvegarde patrimoniale. D'accord, dernier point, pour redescendre toujours au niveau du DPX, le BFI a fait des essais d'encapsulation DPX pour faire qu'on n'ait pas une suite de 120 000 images, mais que ça soit encapsulé avec ça s'appelle du raw cooked, je crois. C'est un Français qui est derrière ça d'ailleurs. Est-ce que ce type d'initiative de test d'encapsulation DPX a été étudié et rejeté? Auquel cas, on ne stocke que des suites d'images non encapsulées. Alors, Hans, est-ce que tu peux répondre à cette question à ma place, s'il te plaît? Est-ce que tu peux passer le micro à Hans Nicolas, qui est devant? Alors, Hans Nicolas Locher est directeur du développement et de la CST, et c'est donc lui qui a participé en vrai au groupe de travail et qui va répondre à ta question. Alors, sur le... déjà, il y a un autre moyen de stocker des séquences d'images, c'est de mettre ça dans un fichier XF et de mettre ça éventuellement dans un package IMF, par exemple. Ça, c'est un autre moyen. Avec les archives qui étaient à bord, et je ne parle pas seulement du groupe de travail, mais l'ensemble du comité technique, il y avait deux religions. Il y avait ceux qui voulaient absolument pas avoir des séquences d'images et qui voulaient un fichier unique, et il y avait ceux qui voulaient absolument pas avoir un fichier MXF et qui voulaient absolument avoir la séquence d'images. Donc, les deux sont possibles, fromage et dessert. Après, l'initiative exacte, là, j'avoue que ça me dit rien. Avec du FFV1, oui, d'accord. Ben, c'est possible de transporter ce genre d'essence. Encore une fois, là, ça a été un peu simplifié pour la pédagogie, je dirais, mais en fait, il y a 3 niveaux différents qu'on peut avoir. Soit vous avez des standards qui sont labellisés dans la norme et qui permettent d'avoir un label long-term preservation, et sinon vous avez certains autres qui sont cités dans la norme et qui vous permettent d'être interim preservation, et sinon il y avait encore un 3e niveau qui est vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc après, c'est simplement que vous allez engager votre responsabilité sur le contenu
du package et que le comité technique tenait beaucoup à ce que dans des long-term preservation packages, il n'y ait vraiment que des standards absolument identifiés. Et notamment, là, il y a plein de discussions sur Matroska, sur FFV1, sur etc. Il y a des choses qui ont beaucoup avancé en termes de normalisation, mais il y a des choses qui, aujourd'hui, sont toujours à l'état de draft à l'IETF. Voilà. Alors, on a le temps pour une dernière question Ouais, qui était question. là. Il y avait Falco. Qui... C'était monsieur là. Alors je vous invite C'est à bon, c'est continuer répondu après, dehors parce que là il faut qu'on Voilà. enchaîne à 15h30. Donc, on n'a pas et le si temps pour la on pose une dernière question, question. on sera Voilà. jamais à l'heure. Ok. Ouais. Merci Alors, beaucoup. applaudissez-vous. Ouais. Et alors attendez, un dernier point. Donc là, on a évoqué la manière de stocker les éléments. Je vous rappelle à tous qu'on doit continuer à travailler justement sur la conservation et on doit travailler notamment avec le syndicat des cataloguistes sur de trouver des moyens pour le faire. Parce que c'est vrai qu'on a tous un gros problème de moyens pour réussir à stocker tous ces films pour le long terme dans de bonnes conditions. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bonne fin d'événement.